Droits de douane, ces nouvelles menaces de Donald Trump, désormais, il veut mettre 50% à nouveau sur l'acier et l'aluminium. Comment vous interprétez ces va-et-vient, Léonidas ? D'abord, c'est erratique et c'est une stratégie du chaos. Cela dit, 50% de droits de douane, on va parler ensuite de Shine et de la protection éventuelle de notre industrie du textile. Il n'y a pas de tabou non plus sur les droits de douane. Je sais bien que le culte libéral de la concurrence internationale, c'est qu'il n'y en aurait pas du tout. Mais à un moment donné, les droits de douane, ça peut être un instrument. À 50%, je trouve ça absurde. Alors 145%, c'est encore plus absurde. Mais ça peut être un élément correctif lorsqu'il y a des déséquilibres de marché qui deviennent considérables et quand de surcroît, on s'impose dans un certain nombre de pays des règles environnementales, sociales. Donc il n'a pas tort en fait. Je pense qu'on n'a pas tort d'intégrer dans la réflexion économique mondiale l'instrument des droits de douane comme étant un paramètre. On reviendra tout à l'heure sur la question des colis qui viennent de Chine, où il y a zéro droit de douane sur les colis. Mais vous dites qu'il faudrait faire pareil alors. Alors je dis pas, sur les secteurs qu'on voudrait protéger. Je dis simplement qu'il y a une différence entre l'outrance de la méthode Donald Trump, qui est de balancer des droits de douane à plusieurs dizaines de multiples tous les matins de façon erratique, et le fait de poser la question des droits de douane comme instrument de régulation dans un marché international qui a quand même perdu ses repères et dans lequel on ne sait plus très bien distinguer ce qui est de la concurrence stimulante et vertueuse et ce qui est de la concurrence déloyale. Et face à de la concurrence déloyale, je pense que les droits de douane sont effectivement un instrument vertueux. Benjamin Correa. Alors je suis pas en désaccord avec ça. On va y revenir. Mais il y a un point moi que je voudrais souligner parce qu'il se trouve que j'étudie ces questions depuis fort longtemps. Le grand événement en fait de la séquence qu'on vient de vivre, c'est la décision du tribunal international de New York. La décision qui annule les droits de douane. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas du tout une décision comme une autre. Dans la Constitution des États-Unis, les questions de commerce extérieur, surtout pour ce qui concerne des tarifs généraux, du genre 145% surtout, etc., ne relèvent pas du président. Ça relève du Sénat. Alors c'est pas une lubie du tribunal international du commerce, c'est la Constitution des États-Unis. C'est-à-dire que lorsqu'on a constitué les États-Unis avec les États du Nord qui étaient protectionnistes parce qu'ils voulaient s'industrialiser, et les États du Sud qui étaient libre-échangistes parce qu'ils exportaient du coton et leur monnaie c'était la livre, la condition pour faire les États-Unis, c'était que les questions de commerce ne soient pas entre les mains du président, mais entre les mains du Sénat. Et donc vous croyez que les juges vont pouvoir arrêter la stratégie ? Je pense qu'il est quasiment impossible que les juges approuvent que le président s'approprie la possibilité de fixer la politique générale des droits de douane. Je dis bien, par exemple, les droits de douane réciproques. Des droits de douane sectoriels, c'est une autre affaire. Il y a des textes qui lui permettent, en particulier, Emergency Act, etc. Mais, comment dire, le secrétaire, il faut bien comprendre, le secrétaire d'État au commerce ne rend pas compte au président, il rend compte au Sénat. C'est un salarié, si j'ose dire, du Sénat. Et il fait ce que le Sénat lui dit de faire. Bon, d'ailleurs, il y a eu une petite séquence qui a été diffusée à un moment sur X, où on voit le secrétaire d'État au commerce maltraité par un sénateur démocrate qui lui dit « Alors vous n'êtes pas au courant des décisions qui ont été prises. Mais vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Vous êtes quoi ? Vous connaissez la Constitution des États-Unis ?» Bon, voilà. Donc, mais tout ça pour dire que ça ne va pas se faire ? Comment ? C'est-à-dire que du coup... Alors, parce que moi j'ai compris que ça avait été bloqué, mais qu'en fait non. Pour le moment, la décision qui a été prise par la Cour d'appel, c'est en attendant qu'il soit statué sur le fond. C'est pas révoqué. C'est provisoirement suspendu. Bon, donc il y a toutes les chances, à moins que la Cour suprême n'inverse l'état de droit, mais c'est énorme, parce que ça veut dire que la Cour suprême va contre l'ensemble des États qui
aussi bien au nord qu'au sud, s'étaient mis d'accord sur le fait que, bon, voilà. C'est-à-dire que pour faire sa politique sur les droits de douane, il faut qu'il revoie la Constitution. Donc il va y avoir des suites sur les droits de douane réciproques, c'est-à-dire généraux. Sur les droits de douane particuliers, bon, je reviendrai peut-être tout à l'heure, je suis pas en désaccord avec ce que vous dites. La question des droits de douane doit être débattue comme un instrument de politique économique, de politique industrielle. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait. Bien sûr. Mais il ne faut pas exclure cette question. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et vous avez raison, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et là, à l'évidence, la main de Trump ne tremble pas. Stéphanie Delestre. Écoutez, en tant que chef d'entreprise, la difficulté que vous avez évoquée, c'est que ça change tous les jours, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on se met un petit peu en retrait et on attend de voir ce qui se passe. Et c'est une position qui est insupportable, et pour les chefs d'entreprise, et pour les collaborateurs, et pour notre économie. Quand vous dites en retrait du marché américain, c'est-à-dire que vous dites j'investis pas, en retrait du marché, en retrait surtout de prendre des décisions. Parce que on peut être amené à changer de décision quasiment dans la journée, donc c'est impossible. Mais je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. On peut avoir des variables de 2-3% sur lesquelles on se dit je prends mon risque, mais à 50%, personne ne prend de risque. Enfin, les montants annoncés, j'allais dire les montants balancés, parce que on s'est demandé tout à fait quelle est l'humeur de la matinée du président américain. Je trouve que ce sont deux sujets différents. Le sujet des droits de douane en lui-même, je trouve, est un sujet qui, à juste titre, doit être posé comme instrument de régulation économique. L'outrance de chiffres balancés de cette façon-là à travers la planète tous les matins, échanger tous les 2 jours. Mais Stéphanie Delestre, justement, vous disiez en tant que chef d'entreprise, est-ce que sur la partie dérégulation, par exemple, sur la partie désormais ça va un peu être le Far West, les meilleurs vont faire du business et puis on sera dans une économie de bulle et puis chacun va faire ce qu'il veut. Ça vous excite pas en tant que chef d'entreprise en vous disant c'est une nouvelle ère du business qui s'ouvre? Alors, moi c'est pas ça qui m'excite. Plutôt en off qu'en on, mais on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très excités à l'idée qu'aux États-Unis, on va pouvoir faire du business tranquille et que toutes les règles vont sauter. Mais c'est pas le cas. Ouais, voilà. JP Morgan disait les patrons dansent dans la rue. Je veux dire, donc vous voyez, il y a quand même cette idée. Ils dansaient dans la rue, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu le retrait des régulations sur la finance, à partir du moment où il y a la confirmation des crédits d'impôt monumentaux, etc. Alors ils dansaient dans la rue. Mais quand ils ont vu comment ils géraient en particulier cette question des droits de douane par rapport à sa base populiste, les bourses ont chuté. Mais on a repris quand même depuis. Oui, mais elles ont repris parce qu'il a fait machine arrière. Mais maintenant qu'il reprend son cirque, on va voir qui va danser dans la rue. On va voir. Et puis nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en France. Or, en France, on n'a pas du tout les mêmes armes, on n'a pas du tout les mêmes règles. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on nous parle toujours d'impôts. On va aussi en parler tout à l'heure. On nous parle d'impôts, de taxes supplémentaires. On nous parle pas d'économie. On nous parle tous les jours aussi, un peu, comme Trump, hein, mais tous les jours, il y a une nouvelle proposition de loi qui risque de nous tomber sur le nez. Donc en fait, encore une fois, oui, Trump participe grandement à la déstabilisation du monde et de la France économique, mais la France également et l'Europe encore plus. Climat d'incertitude globale. Oui, et puis encore une fois, moi je vois aucun signe de l'Europe ni de la France pour protéger nos fleurons. Si on parle d'aéronautique, si on parle d'automobile, si on parle d'énergie nucléaire, où on sait que on est les leaders mondiaux sur ces sujets-là, il se passe rien, voire même on continue encore de nous faire des menaces, de faire trembler ces secteurs, alors que ce sont des secteurs dont on a besoin, en particulier pour l'emploi, quoi. Non, je rajoute encore autre chose qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, qui est que la mesure envisagée par Trump, dans le cas où l'Europe actionnerait des mesures de protection, de rétorsion minimum, mais qui en l'occurrence sont vous avez vu ce que c'est. C'est une augmentation de l'imposition sur les investisseurs étrangers, depuis celui qui détient une action Apple de 5 à 20%. De 5 à 20%. Ça veut dire que c'est exactement le contraire de l'incitation à venir s'installer aux États-Unis. Oui. Donc je veux dire, on est en plein carnaval. On est en plein carnaval. Alors ceux qui dansent dans la rue, ceux qui croient faire des affaires dans ces conditions, bravo.
bravo. Mais oui, c'est le carnaval, on danse à carnaval. Mais je ne crois pas du tout au carnaval parce que la condition pour qu'il y ait un essor entrepreneurial, c'est qu'effectivement, il y ait de la visibilité et de la stabilité. Or, c'est du chaos quotidien. Sur cette question de sanctions, parce que c'est une sanction de dire qu'on va taxer de 5 à 20% les investisseurs qui viennent de pays qui ont... Tous ceux qui font du revenu aux États-Unis, hein, c'est pas ça. seulement les investisseurs. Non, mais tout à fait. Tous ceux qui ont du revenu et qui sont liés à un État qui prend des mesures de rétention sur le numérique. Il s'avère que ce sont des sujets que je suis de près avec l'Open Internet Project, qui est positionné sur la lutte contre les abus de position dominante des GAFAM. Les abus auxquels nous faisons face, qui sont le fait de délinquants multirécidivistes, pour ce qui est de la concurrence déloyale, c'est le cas de Google, c'est le cas de Microsoft sur le bundling. Ce sont des gens qui vont devant toutes les autorités de la concurrence payer des amendes, que ce soit à l'échelle européenne ou des États membres ou d'autres États. D'ailleurs, même aux États-Unis, ce sont des acteurs qui refusent les lois de la concurrence loyale, de la concurrence équitable. Ces acteurs-là, heureusement qu'on a des armes de riposte, heureusement que l'on a pris le DSA et le DMA pour riposter. Si le fait de riposter, le fait de contenir leur propension à abuser de leur position dominante donne lieu à des ripostes douanières ou à des ripostes de fiscalité, ça veut dire qu'en somme, on est en train de prendre la mesure de ce que nous avons comme relation avec les États-Unis. Ce n'est plus un partenaire, c'est un État qui assume d'être en soutien des abus de position dominante et donc des violations des règles. Il considère que c'est des taxes, Donald Trump, que c'est des taxes comme les autres. Non, mais il a clairement désigné les pays qui prennent des mesures de rétention contre les acteurs dominants du numérique qui, effectivement, abusent de leur position dominante. Mais ça veut dire que on a un État qui vient en soutien de délinquants économiques. C'est extrêmement grave et je pense que ça donne aussi la mesure de la relation. Elle n'est pas véritablement Trump est tout trancier dans une tendance que nous connaissons depuis une dizaine d'années. Il est finalement en train d'assumer politiquement ce que nous avions comme comportement économique de la part de GAFAM depuis au moins une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. Voilà, est-ce qu'il faut qu'on fasse